Du coup, c'est quoi les premières œuvres de science-fiction que t'as regardées? Bah, en vrai, moi je pense que en termes d'âge, la première vraie œuvre de science-fiction que j'ai regardée, ça doit être Star Wars. Ouais, Mais je pense que c'est comme beaucoup de monde à mon avis. Hein. je pense que moi aussi, Mais c'est Star après, Wars. je pense Les que j'étais un premiers. peu trop jeune à cette époque-là pour m'en souvenir réellement. Ouais. Et du coup, le vrai souvenir que j'ai, c'est Star Trek qui m'a vraiment marqué. Ok. De par son réalisme et. Je me souviens, c'était. Je saurais plus le nom du. Attends, je retrouve le nom. Le Star Trek de 2009, je crois. C'est vrai qu'on avait regardé ensemble en Guadeloupe. Ouais, celui de 2009. Il s'appelle comment? Attends. Je crois que c'est juste Star Trek. Il s'appelle. Je crois que c'est juste Star Trek 2009. Je crois que c'est J.J. Abrams. Film. Ah oui, Star Trek il s'appelle. C'est ça. Bah, c'est le premier de la nouvelle génération. Ouais. Du coup, ça doit être Star Trek, ouais. Mais il m'a vraiment marqué par son réalisme et en vrai, je trouve que pour un film de 2009, il est franchement impressionnant en termes d'effets spéciaux. C'est pas des choses incroyables, mais c'est des choses qui paraissent vraies, on va dire. Ouais. Un peu à la même manière que Blade Runner, je trouve. C'est des choses qui sont. Ça paraît vrai en fait. On croirait que c'était filmé pour de vrai. Je sais pas si tu vois la scène de fin. La scène de Et fin. la grosse scène d'action à la fin. Où en gros ils sont sur le sorte de gros poteau qui va détruire une planète. Il y a toute une scène d'action où ils sont. Je sais pas si c'est un poteau, mais tu vois un sorte de. Ah oui, l'espèce d'encre. Ouais. Oui, où ils sautent dessus là, où ils se battent sur la truc. Ouais. C'était tellement impressionnant. En vrai, ouais, ils ont. Ouais, mais c'est. Oui. En vrai, je trouve que c'est vraiment bien filmé. Ouais. Moi, franchement, là, je viens de voir que c'était un film de 2009. Et bah, j'aurais pas dit, tu vois. Ouais. Je pense que c'était plus genre 2012-2013, tu vois, mais 2009, ça me paraît vraiment. Je trouve que c'est le deuxième qui est de 2013 ou 2014. Ouais, il me semble. Attends. Mais du coup, je crois que moi, je sais que j'ai regardé Star Wars, tu vois, les premiers Star Wars. Oui. Les 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je sais plus à quel âge, mais je me souviens d'un épisode de Doctor Who. Je vais pas le retrouver, mais je sais qu'il y a un moment, il y a une sorte de prison, genre prison en tube, enfin en cercle, Ouais. et avec plein de méchants et tout. Il y a cet épisode-là de Doctor Who, vraiment où je me souviens beaucoup. Un épisode de Stargate, ça doit être le premier épisode de Stargate, et Futurama. Je sais pas si tu vois Futurama, la série. Ouais, l'animé un peu. Ouais. Moi, c'est des choses que j'ai pas du tout vu, mais Doctor Who, je sais que t'aimes beaucoup ça parce que je sais que t'as plein de références là-dedans et tout, des choses, des. Ouais. Donc, ouais, mais non, je connais pas du tout ça, vraiment, ouais. Pour le coup, Doctor Who, si tu voulais regarder, et si vous, les auditeurs, vous voulez aussi le regarder, je crois qu'il y a beaucoup de saisons disponibles sur Amazon Prime, si c'est Amazon Prime. Il faudrait vérifier, mais je crois qu'il y a facilement les 10 premières saisons de la deuxième série. Je crois. Enfin, je sais qu'il y a quand même quelques saisons sur Amazon Prime. Comme toi en Star Trek, le Star Trek de 2000. Pour moi, vraiment, je te dis, quand on me parle de science-fiction, moi, en tant que jeune personne, tu vas dire, jeune adulte, je pense immédiatement à Star Wars et Star Trek, tu vois. Oui. C'est ce qui m'a le plus marqué. C'est pas je sais que c'est des grands classiques, mais c'est pas pour moi je sais que c'est pas les classiques incontestables de la science-fiction et des effets spéciaux. Ouais. Mais moi, de mon âge, c'est vraiment ce qui m'a initié là-dedans, quoi. On va en reparler un peu plus tard, on va vraiment faire une partie plus précise sur Star Trek et Star Wars, sur le pourquoi du culte de ces deux séries. Est-ce que du coup, pour toi, la science-fiction, c'est un genre intéressant? Bah, pour moi, ça l'est, hein. Et puis je pense que le cinéma, il l'a bien compris, hein. Ça fait des années que ça existe depuis plus de 100 ans. Ouais. Le premier film qu'on peut. Qui, pour moi, a créé la science-fiction, on va dire, c'est Le Voyage dans la Lune. Oui. Avec les premières utilisations d'effets spéciaux, tout ça. Et donc, ça fait 121 ans que ça dure. Et si ça dure, c'est que c'est intéressant. Et puis, même moi, je prends du plaisir à regarder ça, en fait. C'est voir des choses que tu pourrais pas voir dans la vraie vie. Je trouve que c'est ça vraiment l'intérêt du cinéma. De pouvoir te faire voir des choses qui n'existent pas, en fait. Ouais. Et je trouve que même, contrairement à la fantasy, par exemple, je sais que moi, la fantasy, j'ai un peu de mal. Ouais, moi aussi. Vraiment, à part Le Seigneur des Anneaux et les Hobbits, qui font partie de la même saga. Mais pour moi, à part ces franchises-là, le reste, j'ai vraiment un peu de mal. En fait, j'ai pas l'étymologie exacte du terme science-fiction, mais pour moi, la définition de la science-fiction,
c'est créer quelque chose qui n'existe pas à partir de quelque chose qui existe Oui. et essayer de s'en coller le plus possible. C'est pour ça pour moi qu'il y a science et fiction, tu vois. La Oui. science c'est quelque chose de concret, de calculé, voilà, et la fiction c'est quelque chose qu'on invente, tu vois. Ouais. Alors que la fantasy pour moi c'est vraiment recréer tout de A à Z, tu vois. Oui. Et donc souvent je trouve que tu t'éloignes trop du réel. Et moi j'ai du mal à accrocher un peu des fois avec ça, avec Harry Potter c'est de la science, c'est de la fantasy je pense. C'est du fantastique. Fantastique En, c'est encore. en gros, la différence entre le fantastique et la fantasy, Ouais. le fantastique, c'est on part de quelque chose de réel, on amène vers quelque chose de fantastique. Oui, c'est Il y a- intégrer de ce qui n'existe pas dans ce C'est qui ça, existe. Harry Potter, il y a les trains, il y a les jouets. En fait, il y a un vrai monde. Et à côté, ça se passe en Angleterre, Ouais. c'est réel. Alors que Le Seigneur des Anneaux, ça se passe sur les terres du milieu. Oui, dans un nouveau monde, ok, ouais, c'est ça la différence. En fait, c'est parce qu'il y a le monde réel dans Harry Potter que ça fait partie du fantastique et pas de la fantasy. C'est ça. Ok. Et par exemple, Star Wars, c'est un mélange de science-fiction et de fantastique. Ouais, parce que c'est aussi, on se bat sur quelque chose de réel, les êtres humains. Les effets Star Trek aussi d'ailleurs. Oui. Non, Star Trek, c'est plus science-fiction. Mais on en reparlera. On en parlera. Ah, mais je vois, ok, parce que oui, Star Trek, Star Wars, il y a des pouvoirs et tout, il y a des Jedi, donc c'est vraiment un truc qui a été créé à part entière. Ouais. Bah, c'est vrai que Star Trek c'est vraiment. C'est C'est réel. le futur en fait. Ouais, c'est le futur, c'est une utopie. Ouais, Mais on ça. parlera de tout ça au moment venu. T'es plus film ou série de science-fiction quand tu te regardes, quand tu dis je vais me regarder un truc de science-fiction, Pour moi, c'est plus film. Concrètement, je me souviens pas avoir vu une série de science-fiction. En tout cas, récemment, ça me vient pas en tête. Parce que, pour les séries, moi, j'aime bien quelque chose qui est assez concret, assez réel. J'ai regardé Narcos ou alors je regarde des séries qui prennent un peu la tête sur Apple TV+. Oui. Je sais plus c'est quoi le nom, ça s'appelle. Bah, il y a Slow Horses. Franchement, je trouve que c'est excellent. C'est un peu des intrigues, comment dire, un suspense et voilà, trucs comme ça. Mais pour la science-fiction, je préfère rester sur un film, quelque chose de long, de complet, parce que pour moi, en fait, le problème des séries, c'est que ça a tendance à un peu durer, ce qui est fait exprès, c'est pour que ça dure longtemps, à partir dans des détails un peu inutiles à l'histoire, alors que une science-fiction, j'aime bien que ce soit vraiment impressionnant tout le temps, que ça. Qui a un début, milieu et une fin, en gros. Début, milieu, fin, et surtout que ça soit tout le temps la science-fiction, tu vois. Pas des petits moments de creux qui servent à rien, tu vois. Oui. Par exemple, j'avais regardé la série de Star Trek. Laquelle L'avant-dernière, pas celle sur Paramount, celle qui est sur Netflix, il me semble. Discovery. Oui. Oui. Je trouve que j'ai du mal à la finir parce que je trouve que il y a trop de mou en fait pour que ce soit de la vraie science-fiction. Pour moi, la science-fiction, ça doit être impressionnant tout le temps, tu vois. Mais par contre, là, je suis en train de me refaire. Je suis en train de me faire Star Trek, la nouvelle génération, et Star Trek Deep Space Nine, qui sont sur Netflix. Et Star Trek, et c'est vraiment, je crois que la différence entre la dernière série et les autres séries Star Trek, les anciennes, c'est que les anciennes, c'est un épisode, une histoire. Bah ça, moi je trouve ça intéressant par exemple. Du coup, ça fait quand même après, ça dépend si on est en train de me faire X-Files. Oui. Et par exemple, dans X-Files, il y a des épisodes, par exemple, il y a 2 épisodes, et en gros, l'intrigue se fait sur 2 épisodes. Bah, faut pas que ce soit trop long, tu vois. Par exemple, moi les mini-séries, j'aime bien ça, tu vois. Ouais. Parce que une mini-série, pour moi, c'est juste un film qui a été coupé en plusieurs épisodes, tu vois, en plusieurs petits épisodes, mais des choses qui durent longtemps, j'ai un peu de mal. En fait, j'ai un peu de mal de base, et encore plus pour la science-fiction, moi, je trouve. En fait, moi, à la limite, dans les trucs de science-fiction, je préfère que ça soit une série qui fait genre 7 saisons, comme les séries Star Trek et les vieilles séries Star Trek, mais je préfère que ça soit fini. Genre, il y a 7 saisons, et c'est fini. Et je suis pas obligé de la regarder tous les jours pour avoir fini mes 7 saisons. J'ai envie de savoir que ça a une fin. Et tu vois, je me la regarder au rythme que je veux, un petit épisode par-ci, un petit épisode par-là, juste moi pour mon plaisir perso. Pour la dernière question, quelle est pour toi l'œuvre de science-fiction la plus intéressante? Enfin, c'est celle que tu as le plus appréciée. Oui, Moi, par exemple, il y en a 3. J'en vois 3 qui m'ont vraiment énormément marqué. Les Retours vers le futur. ouais, je trouve que c'est. Les Terminator, les 2 premiers Terminator. Et Blade Runner, le premier Blade Runner, celui de 82-83.
Bah, moi, le truc, c'est que j'ai pas vu Blade Runner. Ouais. Les Terminator, je les ai vus vite fait, les premiers, ça. Franchement, je comprends l'intérêt, tu vois. Je comprends pourquoi les gens ont autant aimé ça, le réalisme et tout, de vraiment d'incruster quelque chose qui n'existe pas dans le monde réel, tu vois, de ça. Mhm. Ça devait être vraiment novateur pour l'époque. Mais moi, je pense que le film de science-fiction que j'ai le plus apprécié, on va dire, pour moi, c'est Dune. Mais de par, en fait, c'est plus visuellement, on va dire, pour l'instant. Dune 2021. Ouais, je trouve vraiment que visuellement, je trouve que c'est vraiment une claque. Et j'aime beaucoup cet univers aussi qu'il y a dedans, en fait. L'histoire aussi, je trouve qu'elle est super intéressante. En fait, c'est marrant parce que pour moi, ça reflète un peu le monde d'aujourd'hui avec tous les conflits qu'on peut avoir et tout. Et surtout, non, surtout vraiment visuellement. Cette espèce de mélange, on va dire, futuriste, mais en même temps médiéval un peu. Ouais. Je trouve ça vraiment hyper intéressant à explorer comme contexte. Et vu comment c'est fait, ça paraît pas, comment dire, tu sais, Fake. genre fait de Wish un peu, genre un peu à l'arrache, un peu bancal. Et du coup, je trouve que c'est super intéressant d'explorer ce côté-là. Ok. Ça me fait un peu penser à tous les trucs genre Warhammer, les choses comme ça un peu. Ouais. Je trouve que c'est un peu dans le même style, le même concept d'avoir un mélange de médiéval, guerre médiévale et en même temps Ouais. futuristique, tu vois. Ça m'a fait un peu penser, je crois, Mad Max 2 un peu. Mad Max Non. aussi, ouais, c'est vrai que ça fait un peu, ouais. Un peu dans l'idée, tu vois, ce truc où ils sont dans le sable, ils sont tous à moitié en train de suer, ils ont le visage recouvert de sable, tout ça. Ils se battent pour l'eau, tu vois, et l'essence, Et en fait, c'est vraiment c'est comme Mad Max, mais dans l'espace. c'est ça. Et pour le coup, Mad Max, vraiment, les Mad Max, le 4, c'est le premier que j'ai vu au cinéma. Tu vois, sur le grand écran avec le son partout. Je te dis pas la claque que j'ai eue. Mais moi, j'ai vu que le dernier. Tu sais, je crois que c'est un. Le 4, Ah, c'est le 4 du coup. ouais, et C'est la Fury suite. Road. Ouais, ça. Ouais. Ouais, je trouve que c'est vraiment. Ouais. Et c'est vraiment incroyable, toute la course-poursuite. C'est vraiment une course-poursuite d'1 heure et demie, C'est ça, ouais. un truc comme ça. Toute la scène dans la tempête de sable. Enfin, globalement, tout est incroyable dans ce film. En fait, ils ont réussi à rendre un truc impressionnant, alors que concrètement, si on se base sur les faits, c'est vraiment une course-poursuite de voiture en fait. Oui. Mais ça a été rendu impressionnant parce que, vu comment c'est filmé, et puis l'histoire aussi Oui. est tournée comme ça. Et vraiment, je trouve ça intéressant. Mais parce que je trouve que déjà, tout fait vrai. Oui. En fait, moi, je me vois, bon, c'est peut-être un peu rapidement, mais tu vois, je me vois dans 80 ans, je me vois là-dedans, tu vois, limite. Ouais. Alors, actuelle, surtout avec tout ce qui s'est passé avec le Covid, les guerres en Ukraine, tout ça, tu sens que un jour, si ça bascule mal, on pourra se retrouver dans cette situation-là, à se battre pour l'eau. Déjà qu'on se bat pour l'essence un peu, avec tous les problèmes de ravitaillement et ça. Mais déjà, dans Mad Max 2, c'était les guerres d'essence. Bah, franchement, à l'heure actuelle, c'est un peu le cas. Bon, on est encore civilisé, on se tient, tu vois, mais Mais globalement, dans tous les Mad Max, le premier est assez différent, mais globalement, les trois autres, c'est que globalement, on se bat pour survivre. Du coup, par exemple, il y a Isaac Asimov, un grand auteur de science-fiction qui a fait 3 cycles de bouquins. Le cycle des robots, le cycle de fondation et le cycle de l'Empire, qui sont... je les ai pas... J'ai pas tout lu, j'ai lu le premier de fondation, mais je voulais les citer parce que c'est des œuvres cultes de la SF. Fondation, il y a une série sur Apple TV. putain, mais je l'ai vu cette série en fait. Que j'ai pas vu. J'ai pas Apple TV. Il y a Dune, qui de base est un bouquin, mais on en a déjà parlé. Après, c'est mon avis perso, mais je considère par exemple Frankenstein comme de la science-fiction. Oui, pour moi aussi, ça peut aller dedans. Enfin, pour moi, ça fonctionne vraiment dans la science-fiction. Oui, moi aussi, je trouve. Globalement, tant le livre que les films. Après, je voulais aussi parler de quelques BD, quelques comics. Déjà, il y a Akira, la série de manga Akira, Oui. qui a donné le film des années 80, Akira, un film d'animation. Ouais. Si t'as le temps, il est vachement bien, vraiment. Mais Akira, ouais, ça me tente bien. J'ai vu plusieurs références à Et ça, que ce soit dans la musique ou alors même dans.
le film récemment là. Ready Player One. Voilà. Je trouve que, à mon avis, visuellement, je pense que c'est une claque ce film. Après, c'est vraiment les années 80, donc c'est pas l'animation 3D, c'est Oui, l'animation. non, mais c'est du dessin. Mais, Ouais, mais je pense que c'est c'est le mot à vraiment voir quand même. dessin animé, c'est vraiment du dessin animé. Il y a aussi Watchmen et V pour Vendetta de Alan Moore. Je les mets ensemble parce que c'est le même auteur, qui sont vraiment science-fiction. Watchmen, il y a eu un film il y a 10 ans, un truc comme ça, 10-15 ans. V pour Vendetta, pareil, il y a aussi eu un film il y a 10-15 ans. Et pour Watchmen, il y a eu une série il y a 3-4 ans, un truc comme ça, je dirais, Watchmen. Et vraiment, pour le coup, Watchmen et V pour Vendetta, pour avoir lu les BD, ça fait partie de mes BD préférés. Vraiment, c'est quoi? C'est des BD de 300-400 pages? C'est vraiment gros. Mais, genre, tu les lis. Dans V pour Vendetta, t'as tout un moment où, genre, de base, c'est écrit en portrait, tu vois, comme ça. Et à un moment, tu passes en mode paysage. Et t'as, genre, tout un chapitre comme ça. Et ça marche. Et je voulais aussi parler de Ghost in the Shell. Il y a eu plein de films. Il y a eu un film il y a 5 ans, 6 ans avec Scarlett Johansson. Oui. Il y a eu le film des années 90, qu'il faut avoir vu, le film des années 90. Et après, il y a eu des séries d'animation, tout ça que j'ai pas vu. Et du coup, Philippe K. Dick, c'est un auteur qui a été très prolifique en termes de livres. On peut parler par exemple de son livre Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, qui a donné le film Blade Runner, le premier Blade Runner, qui est, je trouve, Blade Runner, l'un des meilleurs films de science-fiction des années 80. Je trouve que c'est hyper réaliste. Genre, c'est un Los Angeles futuriste. Moi, j'ai pas vu le premier. J'ai vu le deuxième il y a assez longtemps, mais j'ai eu un peu du mal à le comprendre. Je sais qu'il faudrait que je le revoie pour vraiment l'apprécier comme il est. Mais le premier, non, je l'ai pas vu du coup. Pour le coup, c'est vraiment un super film. On a fait une critique, le lien sera sûrement en description. Enfin, on a fait une analyse du premier film. D'ailleurs, on a fait une analyse de Dune aussi. On a fait On en parlait tout à l'heure. Une critique de On a Dune. fait une critique de Dune. En fait, on a fait plein de critiques, donc Ouais. allez voir, faites un tour, et puis vous trouverez sûrement un truc dont on a parlé ici, Oui. mais attention sur le film. Il y a aussi, pour le coup, une nouvelle qui s'appelle Souvenirs à vendre, que j'ai lu, et j'ai vu la version de 2011, et il y a eu deux films, du coup c'est Total Recall, des années 90 et de 2011. Celle de 2011, je l'ai bien aimée. Celle des années 90, il faudrait que je la voie, ça fait partie des films qu'il faut que je vois, mais ça fait partie des films cultes, où en gros c'est quelqu'un à qui on met des souvenirs dans la tête, on se rend compte qu'en fait, il a fait des choses et que les souvenirs qu'il a, c'est déjà des faux souvenirs, globalement. C'est un très bon film. Après, il y a Rapport minoritaire, que j'ai aussi lu, qui est donné Minority Report de Steven Spielberg avec Tom Cruise dedans. Minority Report, attends, je vais juste regarder un truc parce qu'en fait. C'est début des années 2000. Minority Report, ça me dit. De nom, je connais, mais est-ce que je l'ai vu? Si tu l'as pas vu, faut que tu le vois, il est Ah, c'est pas le truc des rêves ou je sais pas quoi là? C'est les précogs, ceux qui voient les meurtres. C'est ça. Et du coup, il est accusé d'un meurtre qu'il a pas encore commis, ou je sais pas quoi. Et d'ailleurs, est-ce qu'on pourra parler aussi après, je sais pas si tu l'as vu, c'est The Giver. C'est une adaptation d'un livre, Le Passeur. Voilà. On en parle. Parce que du coup, c'est un truc que j'ai vu, je savais pas si c'était de la science-fiction, j'avais vérifié, mais du coup, voilà. Et du coup, le dernier truc, c'est Le Maître du Haut Château. Un bouquin, du coup, encore de Philippe K. Dick, qui a donné une série sur Amazon Prime, où en gros, c'est une uchronie. En gros, c'est et si, tu vois, c'est un peu. On change un truc dans le passé, Ouais. on essaie d'imaginer ce que ça aurait pu donner. Et là, ça va être et si les nazis et les japonais avaient gagné la Seconde Guerre mondiale. Et pas les Américains, les Français, les Anglais. J'ai vu une série justement sur Apple TV+,
qui doit être du coup une. C'est quoi le mot que tu as utilisé Une adaptation. Non, une uchronie. Une uchronie qui est assez intéressante aussi. C'est sur. C'est de la science-fiction, pareil. Ça s'appelle. Putain, c'est quoi le nom? J'ai pas le nom. Je crois que Wolfenstein. Tu vois les jeux vidéo Wolfenstein. Ouais, c'est les Allemands et génies aussi. Ouais, c'est un peu ce genre de truc. Tu sais qu'il y a un film aussi, un film qui est sorti, un peu nul. Là, sur la face cachée, genre il y a une base nazie sur la face cachée de la Lune, je sais pas si tu l'as vu. Oui, après ça c'est toujours comme tous les films d'horreur ou films de zombies nazis, tout ce genre de... Ouais, voilà, c'est pas... c'est que des films de merde. Attends, je cherche juste le nom de mon film, voilà. Ça s'appelle For All Mankind. Et en fait, ça parle de si jamais les Américains avaient perdu la guerre froide, la conquête de l'espace, ouais. Et est arrivé en deuxième sur la Lune. Et en fait, je trouve que ce type de film, c'est assez impressionnant. Parce qu'en fait, tu changes un petit événement, enfin un petit, c'est pas petit, mais à quelque chose d'assez petit en fait, comparé à l'univers entier de l'histoire de l'homme, tu vois. Et en fait, tu peux partir dans des dérives qui sont impressionnantes, quoi. Ça part sur des un peu de la géopolitique, mais dans l'espace, en fait, finalement, c'est genre une conquête de la Lune, alors qu'en fait, à la base, nous, les Américains, ils ont gagné, puis c'est fini, tu vois. Oui, ok. Et vraiment, du coup, je conseille cette série. Il y a 2 saisons. Et franchement, non, c'est très bien. Mais du coup, c'est pas la science-fiction, c'est du drame. Bon. Mais tu voulais parler de The Giver? Ouais. Alors, moi, il faut savoir que c'est le premier livre, on va dire le premier vrai livre que j'ai lu en tant qu'enfant. Donc, c'est Le Passeur. C'est un livre vraiment, genre, j'ai commencé à le lire et je l'ai dévoré en 2 jours, il était fini tellement j'ai adoré le livre. Et plusieurs années après, ils ont sorti un film qui était du coup une adaptation du livre. Je m'en étais pas rendu compte dès le début au départ parce qu'en fait, le livre s'appelle Le Passeur et le film c'est The Giver. Donc c'est la traduction évidemment, voilà, vous allez me prendre pour un con, mais sur le moment j'avais pas fait le lien. Et donc en fait, je trouve que ce film il est vraiment très intéressant dans le fond. Genre le fond est vraiment puissant, c'est une histoire de... C'est pas des gens, les passeurs, c'est ceux qui voient en couleur, un truc comme ça. En fait, c'est ça, mais c'est plus profond que ça. En fait, le passeur, en fait déjà, faut savoir que la vie de ces gens-là, elle est très scriptée. Toute la vie de tout le monde est scriptée. T'arrives à tel âge, t'apprends à faire du vélo comme tout le monde. T'arrives à tel âge, t'as un métier qu'on te donne, on te donne un métier, tu choisis pas. Et en fait, il y a un métier qui différencie de tout le reste, c'est le passeur. Et en fait, lui, il va avoir comme tâche de garder tous les souvenirs de l'humanité. C'est-à-dire que concrètement, en fait, il se souvient de tout. C'est lui qui se souvient des couleurs, c'est lui qui se souvient des goûts, de la joie, des émotions, il se souvient de tout, en fait. Et ça a été poussé tellement à l'extrême, en fait, que tous les autres gens, vu qu'ils n'ont pas la connaissance de ça, en fait, ils savent pas ce que c'est la joie, tu vois. Ils savent pas ce que c'est la mort, ils savent pas tout ça. Du coup, vu qu'ils le savent pas, en fait, c'est très bien représenté dans le film. Mais concrètement, par exemple, le film, au début, tout est en noir et blanc. Parce que vu que les gens, ils connaissent pas les couleurs, parce que en fait, pour eux, c'est inutile, nous, on voit comme les gens le voient, en fait. Ouais. Donc sans couleur, il y a des émotions, tu vois, mais c'est que des bonnes émotions, c'est que de la joie, tout ça. Il n'y a pas la mort, ils connaissent pas, donc quand quelqu'un meurt, en fait, ils savent pas ce qui se passe. Pour eux, juste, il disparaît, et c'est normal, tu vois, il n'y a pas de tristesse, tout ça. Et en fait, c'est très marrant, parce qu'en fait, on se rend compte, au final, on trouve que c'est très cruel d'empêcher les gens d'avoir des souvenirs, d'avoir des émotions, des couleurs, mais en fait, on se rend compte à la fin du film... Moi, je vais spoiler en fait, là, je suis un ouf. On va couper là. Mais non, je trouve que ce film, il est vraiment très intéressant. Et du coup, c'est de la science-fiction, voilà, c'est en fait c'est un peu. Ton truc, je ne retiens jamais Une uchronie. C'est un peu une uchronie, je pense, parce que en fait, c'est une histoire dérivée de l'humanité à la suite d'un événement. Non, en fait, une uchronie, c'est une dérive d'un événement qui s'est déjà passé. Ah, du coup, non. Ça, c'est plus une utopie, du coup. Moi, je dirais plus une... En fait, la dystopie, c'est plus Blade Runner, globalement. Ah ok, du coup, ouais, c'est plus une utopie. Mais ouais, je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir joué, en fait, d'avoir utilisé le cinéma et la représentation visuelle pour pouvoir nous montrer quelque chose qui, en fait, n'existe pas. Le fait que les gens ne se souviennent pas et ne connaissent pas les couleurs, le fait d'avoir pensé à faire le film au départ en noir et blanc, je trouve que c'est très intéressant. Et puis même des fois, en fait,
quand le personnage principal il commence à apprendre des souvenirs, on va commencer à avoir des objets qui apparaissent en couleur, on va avoir une pomme rouge, les arbres en vert, le soleil, des choses comme ça, tu vois. Et donc je trouve ça vraiment intéressant. C'est là vraiment que le cinéma a son avantage, c'est de pouvoir représenter visuellement quelque chose d'écrit, on va dire, dans un livre, par exemple. Ouais. Et là, un peu ce que tu me racontes sur le fait que chaque personne, dans le film dont tu viens de parler, chaque personne a une vie scriptée, ça m'a fait penser à 2 autres films. À Bienvenue à Gattaca, je sais pas si tu l'as vu. Non. En gros, on prend l'ADN de ton gosse et à partir de son ADN, on va lui créer une vie. Ah, en fonction de ce qu'il veut faire, en fait. En fonction de ce qu'il est capable. Et du coup, ça crée des trucs, et le personnage principal, je vais pas trop en dire, le personnage principal n'a pas forcément toutes les bonnes capacités, mais au final, il arrive à faire ce qu'il veut, bosser pour une agence spatiale. Et AI Intelligence Artificielle, en gros, c'est sur un couple. Leur enfant est malade, il a eu un accident, et il est dans un sorte d'hôpital futuriste, voilà. Il décide d'acheter un enfant robot, qui est... en gros, l'enfant robot est créé pour aimer les parents qui l'achètent. Et pour apporter du bonheur. Ouais. Et au moment où l'enfant, le vrai enfant, mon cher en os, se réveille, à partir de ce moment-là, il est jeté comme une merde. Et du coup, après, on suit tout son truc, il rencontre des gens, etc. Il essaye de survivre comme il peut. Et en gros, il veut trouver la fée, une sorte de fée. Et je vais pas spoiler parce que si je continue à parler de ce truc-là, je vais spoiler la fin et je vais spoiler la fin. Du coup, on retrouve le futur. Et je l'ai mis en premier parce que je considérais pour moi comme l'œuvre qui a marqué beaucoup de gens en termes de science-fiction. C'est pour moi la trilogie Retour vers le futur, c'est vraiment une trilogie parfaite. Dans le sens où, certes, il y a ce côté science-fiction et tout, ouais. Mais c'est drôle. Au moment où les personnages, genre, ils galèrent à faire des trucs, je sais pas toi, mais moi ça m'a rendu triste. Le moment où Marty McFly réussit à revenir dans son monde, tu vois, dans sa période à lui, il est super content. Enfin, je suis super content pour lui. Quand il découvre les années 50, je découvre les années 50. Quand il découvre le Far West, je découvre le Far West. La scène vers le début de Retour vers le futur 3, quand il arrive au Far West dans le temps des cowboys, ouais. Et qui a les chevaux, je crois. Ah oui, qui arrive la cavalerie et tout. Ouais. Pour moi, c'était vachement cool. En vrai, c'est vrai que c'est un grand classique de la science-fiction, je pense, pour beaucoup de personnes, un peu au même titre que Star Wars, tout ça. Et c'est vrai que, comme tu le dis, là, pour moi, la trilogie, elle est parfaite. En fait, t'en attends pas plus ni moins. T'as le futur, le passé et le présent. Et franchement, je trouve que tout se complète à merveille. Ouais. Et même, ouais, les années 50, vraiment, on est immergé dedans, on découvre vraiment comment ils vivaient. Le Far West, c'est pareil, on découvre comment ils vivaient. Et le futur, évidemment, ça a été créé pour ça. Mais en fait, je trouve que c'est intéressant d'avoir ce point de vue-là de l'époque même. Parce que du coup, je pense que vous le savez tous, mais en gros, le futur dans Retour vers le futur, il est déjà passé pour nous, en fait. Ouais. Et du coup, c'est marrant de voir la différence entre ce qu'on croyait et ce qui est vrai. Tu vois. C'était il y a 8 ans, techniquement. Je pense que ça me tenait à d'y repenser, c'est que techniquement, c'était 2015. Oui. Il y avait Les Dents de la Mer 19. Dans leur futur à eux, il y avait un film qui s'appelle Les Dents de la Mer 19. Film qui n'existe pas. Mais c'est assez rigolo de s'imaginer une série de films avec 19 films sur le même concept. On dirait une série en fait, ouais. À ce niveau-là. Mais ouais. Mais c'était marrant, je crois qu'il avait ressorti au cinéma, au Grand Rex, tout ça, ça avait été un peu la... C'est un peu comme les 3 premiers Star Wars, je crois, oui. Où ils étaient ressortis en 3D. Ouais, mais c'est différent, tu vois, parce qu'en vrai, là, le Retour vers le futur, quand il est ressorti au cinéma, c'était vraiment pour quelque chose de concret, c'était parce que c'était la date dans laquelle il est arrivé dans le futur, tu vois. Mais normalement, je trouve ça super intéressant.
Je trouve que c'est en même temps un film, en même temps c'est un peu un documentaire parce que bah, tu vis un peu la vie de personnes. En vrai, ça peut pas être con à dire, mais c'est nous. Genre, Marty McFly, c'est nous, c'est un mec normal. Oui, c'est un étudiant. C'est un étudiant Un jeune normal. adulte, tu vois. Qui a ses problèmes et tout. Et là, la tuile, il arrive dans le passé. Et du coup, ça me permet de faire le retour dans le passé, ça me permet de faire une bonne transition avec le prochain film, Terminator. Terminator. Voilà, je vais parler du 1 et du 2 parce que c'est ceux que j'ai vraiment vus plusieurs fois. Ce qui est intéressant dans Terminator 1 et Terminator 2, c'est que dans Terminator 1, Schwarzenegger est méchant. Ouais. Et dans Terminator 2, Schwarzenegger est gentil. Et ce qui est drôle, c'est que le premier, c'est un peu un film un peu horrifique, entre guillemets. Enfin, pas vraiment horrifique, mais vraiment action, bourrin, complètement con. Et dans le deuxième, James Cameron arrive à jouer avec ce côté... il arrive à montrer, dans la scène de l'hôpital, dans Terminator 2, il arrive à montrer l'horreur que ressent Sarah Connor au moment où elle voit le Terminator. Et on voit vraiment son visage se décomposer, on l'entend crier, elle part dans l'autre sens. Et en fait, on se rend compte qu'il est avec. Et en fait, elle se rend compte qu'il est avec son fils et qu'ils veulent juste la sauver et la faire sortir de l'hôpital. Terminator 2, vraiment, ça a été pour nous une révélation de cinéma, vraiment. Un peu comme Retour vers le futur. Ouais. Et pour moi, c'est un peu ce côté parfait. Mais en fait, le concept est génial de base. Mm. Et en même temps, c'est James Cameron qui a fait aussi Avatar et Avatar 2. Ouais, c'est vrai que ouais. Géniaux. Bah, c'est. Mais dans Terminator 2, c'est vraiment le gosse, c'est un gosse normal. Le seul problème, c'est que sa mère est dans un hôpital psychiatrique. Mais sinon, globalement, à part ce truc-là, il est normal. Et en plus, c'est des moments super drôles, les moments où John Connor essaye d'apprendre au Terminator. À parler. Ou je sais pas quoi. Non ouais. Ces moments sont très très drôles. Non, mais c'est vrai que ouais. Oui, c'est pareil en soi. C'est des classiques de toute façon. Et puis en plus, Terminator, en plus d'être un classique pour tout son scénario et son histoire, c'était les effets spéciaux. Oui. Qui sont vraiment vrais pour l'époque. Bon, maintenant c'est un peu vieilli, mais pour l'époque. En vrai, je trouve que Terminator 2, je l'ai revu récemment, enfin, tu vois, il y a 2-3 ans. Ouais. Et en vrai, je trouve que les effets spéciaux, tu vois, pour un film des années 90, genre il y a des films qui ont moins bien vieilli que ça. Bah oui, mais après, vraiment à l'époque, c'était vraiment novateur, quoi. Après, tu vois, ça se voit que c'est un film des années 90, mais en soi, tu vois, il y a beaucoup de trucs qui marchent encore. Oui. Et du coup, pour parler des effets spéciaux, mais pour l'un des deux films dont je vais parler là tout de suite, dont les effets spéciaux étaient beaucoup moins bons, c'est Tron. Tron, ça a mal vieilli. Le premier Tron. Pas Tron Legacy qui a 10 ans, non, l'autre Tron, celui des années 80. Oui, le vrai. On a fait des analyses sur ces films. Du coup, vu qu'on a fait des analyses sur ces films, on va passer rapidement dessus. Je préfère largement Tron 2, perso. Bah moi, j'ai pas trop de souvenirs de Tron. Il me semble que j'ai vu les deux. Ça me dit quelque chose, mais oui, Tron 2, je trouve qu'il est vraiment pas mal. Surtout qu'en plus, si je dis pas de bêtises, la bande son, c'est par Daft Punk. Donc franchement, c'est quelque chose de très qualitatif, on va pas se mentir. Et le réal, c'est celui qui a fait Top Gun, le dernier Top Gun, Mais après, il me semble que le deuxième Tron, il a été fait par Disney. Ouais. Donc beaucoup plus de budget et tout ça. Mais Tron 1, celui des instruments, était aussi fait par Disney. Ah, mais c'était les premiers. Oui, c'était pas encore on va dire l'âge d'or de Disney. Mais du coup, c'est. Enfin, Disney était déjà connu, tu vois, pour les bandes Disney, pour les dessins animés, tout ça. Mais ils avaient déjà fait, tu vois, des films avec des rédacteurs, mais c'était pas des films avec des effets spéciaux numériques. Ouais. Mais tu vois, Tron, c'est comme Star Wars, c'est les premiers films avec des effets spéciaux numériques. Donc c'est normal que ça a mal vieilli, c'était les premiers. Mais après Star Wars, moi je trouve que ça a bien vieilli. Mais parce que Star Wars, pour le coup, il y a eu plein de remasterisations, ils ont
amélioré les effets spéciaux et tout entre temps, donc. Même en fait, le fait d'avoir fait, je pense, tous les vaisseaux, tout ça avec des maquettes, Ouais. ça aide beaucoup à avoir un vieillissement qui est bon. C'est un peu comme Jurassic Park. En fait, Ouais. ce que je trouve intéressant dans Jurassic Park, pour le coup, c'est que t'as du vrai, t'as du faux. Dans Jurassic Park, en termes de maquettes et d'effets spéciaux, t'as certains moments où, par exemple, le T-Rex, Oui. bah c'est un vrai. Genre, ils l'ont vraiment fait en vrai, animé, tu vois, Oui, un robot. animatronique, un truc comme ça. Ouais, un animatronique. Alors que, par exemple, il y a un moment, il y a des bestioles qui courent. Bah ça, c'est des effets spéciaux et je trouve que ça se voit. Bah, c'est ça le pari à prendre. Mais après, moi, je pense que je les comprends, tu vois. Quelque chose qui court, qui est en mouvement, vu que c'est souvent dans le cinéma, quand quelque chose bouge, il y a du flou, tu vois, c'est logique. Oui. Donc c'est. Alors qu'un T-Rex qui bouge à 2 à l'heure, tu vois, si c'est fait en effet spéciaux, ça va vraiment se voir que c'est moche, tu vois. Ouais. Alors qu'un petit truc, ça se voit moins, tu vois, on va dire. Mais ouais. Mais en vrai, c'est fou aussi de voir l'évolution de la science-fiction, des effets spéciaux. Ouais. Pour moi, la science-fiction, c'est directement relié aux effets spéciaux, tu vois. Ouais. Je peux pas parler de science-fiction sans parler des effets spéciaux. C'est la base, de toute façon, même on le voit parce que le premier film qui un peu a fondé la science-fiction, c'est le premier film qui a utilisé les effets spéciaux, tu vois. Oui. Donc ça va un peu de mèche, on va dire. Et ouais, en gros, à l'heure actuelle, quand on voit les effets spéciaux qu'on a, c'est difficile de séparer les effets spéciaux de la réalité. Ouais. Et du coup, je trouve qu'en fait, ça va. Pour moi, ça diminue un peu la catégorie science-fiction parce qu'en fait, on n'a plus vraiment de différence visuellement parlant avec un vrai film vraiment tourné. Mais pour moi, je sais pas si t'as vu Avatar 2. Oui. Je suis allé le voir 3 fois. Bah visuellement, moi je l'ai vu dans une salle normale de cinéma, tu vois. Et je sais que j'ai des amis qui l'ont vu dans des salles spéciales 4K, ça. Et apparemment, c'est vraiment du fake. Moi, je l'ai vu en 2D et en 3D. Et vraiment, la 3D, genre la 2D, quand je me suis dit. En fait, quand j'ai vu la 3D, j'ai trouvé que la 2D était limite fade. Non, moi je l'ai vu en 2D. Parce qu'il y a la scène de fin, à un moment, il y a un des animaux qui saute dans les airs et qui s'écrase sur un bateau. Ouais. Ça, en 3D, t'as vraiment l'impression qu'il y a l'animal qui arrive vers toi et tout. Et en plus, quand tu le vois en 3D, il était en framerate variable, oui, image variable. Oui, qui est adapté à ce qui fait que t'as certaines scènes d'action qui étaient en 48 images par seconde et t'avais vraiment l'impression que c'était ultra fluide. Et moi, je pense qu'on peut parler d'Avatar aussi, quand même. Le premier. 2009, quand même. Oui. Avoir ce type d'effets spéciaux en 2009. Pour moi, le film Avatar 1, il sort à l'heure actuelle, ça me pose aucun problème visuellement. Visuellement, pour moi, il est parfait. Mais j'ai une anecdote sur ça. Tu sais comment James Cameron a dit vas-y, je vais le faire ce film. Non. C'est en voyant Le Seigneur des Anneaux. Les premiers, tu vois, vraiment le Seigneur des Anneaux. Tu vois Gollum. Oui. Bah voilà. Si, ce qui est bien, ce qui est drôle, c'est que ça fait que maintenant, James Cameron, il a 3 films qui vont dépasser le milliard. Bah Titanic, Avatar 1 et 2. Oui. Mais si je dis pas de conneries, il a les 3 premières. Il a pas les 3 premières. Ah non. Il a 3 films dans le top 5 du box-office. Et 2 à la suite, je crois. Bah il doit avoir. Je crois que Avatar a dépassé Titanic, comme ça. Ah ouais? Attends, je regarde ça. Mais je sais que pour moi, le premier film, c'est genre Avengers Endgame. Pour moi, c'est pas Avengers Endgame, pour moi, c'est Avatar. Le tout premier, pour moi, c'est Avatar. Il est sorti en septembre 2022. Ah oui, bah ça aide. Bah oui, mais du coup, je pense qu'avant ça, par exemple, c'était Avengers quand même. En fait, ça fait. Avatar, Avengers, Avatar le deuxième, Titanic. Donc, dans les 4 premiers, il y en a 3 à lui. Après, 5ème, bah, Star Wars 7. En fait, ce qui est drôle, c'est que du coup, il a fait Titanic, $1 milliard. Il a fait Avatar, ça a niqué Titanic. Il a fait Avatar 2, ça a niqué Titanic encore une fois. Et après, moi, je pense que Avatar 2, pour moi, va passer devant Avatar 1. Oui.
En tout cas, je pense que si on regarde les courbes de croissance, on va dire à durée de sortie égale, je pense qu'Avatar 2 est largement au-dessus d'Avatar 1. Oui. Déjà, vu comment ils sont proches à l'heure actuelle. Après, je sais qu'en France, il passe plus, mais je crois que dans d'autres pays, il passe encore. Oui, et puis même avec. Je sais pas ce qui rentre en compte dans le box-office, c'est tout. Non, Streaming et tout, ou non, que c'est le cinéma ciné. C'est que le ciné. Ouais, bah donc le jour, en fait, Avatar 3 va sortir. Ils vont ressortir le 2, à mon avis, au cinéma. Oui. Et là, ouais. c'est sûr, ça va remonter, tu vois. Je voulais un peu parler de la saga Stargate. J'appelle ça une saga parce qu'en gros, il y a eu un film et il y a eu 3 séries. Du coup, ça fait Stargate, Stargate SG1, Stargate Atlantis et Stargate Universe. C'est un univers, en gros, c'est un univers où il y a une porte des étoiles qui permet de voyager dans un autre, d'arriver directement sur une autre planète. En gros, c'est des communications interplanétaires, Ouais. instantanées, et Un à peu plusieurs milliards d'années. de la téléportation, Ouais. en fait. Voilà, je voulais évoquer ça parce que c'est des séries que c'est des œuvres que j'ai beaucoup aimées. S'il y a une série à regarder, c'est Stargate SG1, je pense. Il y a 10 saisons, par contre, c'est très très long. Mais après, sinon, il y a le film. Le film fait 1 heure, il fait 2 heures. En série, je voulais évoquer vite fait V, la série V, une série des années 80. Il y a eu 2 ou 3 séries V. C'est des séries des années 80 où en gros des extraterrestres viennent coloniser la Terre. Les extraterrestres lézards, c'est des sortes de gros lézards, c'est improbable. Il y a, là, je vais en citer deux autres, Galactica et son remake Battlestar Galactica, que j'évoque vite fait comme ça. Mais du coup, là, Docteur Who, je vais aussi en parler un peu plus. C'est une série de science-fiction où on suit du coup le Docteur. On ne connaît pas son identité à part qu'il s'auto-proclame le Docteur. C'est une série, ça a été créé dans les années 60. Il y a eu une pause entre la fin des années 80 et 2005, il y a eu 15 ans de pause à peu près. Il y a plusieurs docteurs, il y a plusieurs personnages qui incarnent le docteur. C'est logique dans le sens où il y a un truc de régénération. Il se régénère. Enfin, il meurt et après il change de corps. Ouais. Et il a toujours une équipe avec lui. Il a toujours un ou deux personnages en plus avec lui, des humains, qui viennent l'épauler quand il a besoin. Et j'avais parlé de l'épisode dans la prison tout à l'heure. Il y a un autre épisode qui m'a fait dire que j'ai adoré cette série. C'est un épisode où en gros, le docteur et plus son compagnon, plus la compagnon avec qui il est, arrive dans un vaisseau. Et en fait, c'est au moment où la planète Terre va se détruire. Je sais pas comment expliquer autrement. En gros, ils sont dans un vaisseau spatial dans l'espace. Oui. Et c'est des sortes de riches qui savent que la planète va se détruire. Arrête, qui se sont échappés. Ouais. Alors, non, qui font ça genre pour le plaisir. C'est des gens qui sont. Ah, c'est un truc de tourisme un peu. Ok. Ils sont en train de regarder, la planète est en train de se faire détruire. Ah oui, qui pourront pas rentrer chez eux, quoi. Ouais. Voilà. C'est un épisode qui m'avait marqué parce que tout un épisode comme ça dans l'espace et tu vois la planète Terre exploser. C'était un peu impressionnant. Et je vais parler de Torchwood, Doctor Who / Torchwood, parce que c'est une série dérivée de Doctor Who. Et je voulais un peu parler de X-Files, surtout parce que j'ai entendu une nouvelle comme quoi ils vont faire un reboot à X-Files. Tu vois ce que c'est un reboot ou pas? Non, c'est un remake un peu, non? En gros, c'est recommencer un univers de zéro. Ah, refaire le truc, en fait, en se basant sur la même chose, en fait, plus ou moins. Ouais. Et la refaire. En fait, genre un peu comme les Spider-Man, tout ce genre de trucs. Ok. Et du coup, la série originale, de la saison 1
à la fin de la 7 et un peu de la 8. Et c'est Mulder et Scully. Scully est jouée du coup par l'actrice de Sex Education, Gillian Anderson. Oui. Et De quoi, la canadienne? c'est la mère ok. de Otis. Et l'autre, David Duchovny, qui joue Mulder. Et après, à partir de la saison 8, je n'explique pas pourquoi, mais il y a Robert Patrick qui prend la place de David Duchovny. Robert Patrick qui a joué dans un film dont on a parlé juste avant, Terminator 2. Il joue le T-1000 dans Terminator 2. Et là, il joue le nouveau collègue de Scully. Et voilà, et j'en suis à la saison 8, du coup, j'ai pas encore vu le reste. Je sais que dans la saison 10 et 11, les deux dernières qui sont sorties il y a 5-6 ans, il y a le retour de Mulder, en sachant qu'il y a eu une pause de 15 ans entre la fin de la saison 9 et le début de la saison 10. Je voulais parler de quelques jeux vidéo. Je voulais vite fait parler de Mass Effect. J'y ai pas joué, mais je voulais l'inclure dedans. Et il y a Watch Dogs. Les Watch Dogs, moi je les considère un peu comme de la science-fiction. Moi aussi, je trouve que, ouais. En fait, ça me fait un peu penser à. On va dire, ça se rapproche un peu de Terminator, je trouve. Ouais. Avec. En vrai, ça se passe maintenant. C'est comme Terminator, ça se passe actuellement. T'as joué au tout dernier? Non, j'ai joué aux deux premiers. Parce que le tout dernier. Alors, le tout premier, ça se passe à l'heure actuelle. Le deuxième, il me semble que c'est plus ou moins pareil. Ouais. Et le troisième, par contre, le Watch Dogs Legion, ça se passe dans le futur, un futur proche, hein, ouais. Mais un futur quand même. Et je trouve, pareil, c'est un peu intéressant, en fait, on a un peu de la même manière que Retour vers le futur, tu vois. On a le droit, donc, du même univers, plusieurs périodes temporelles différentes, ouais. mais du même point de vue, on va dire. Oui. Et donc, je trouve que c'est assez intéressant. Je trouve que le jeu vidéo en lui-même est très réussi, très prenant. Un peu à. J'avais fait le mode histoire de GTA V. Ouais. Je trouve que c'est pareil, c'est des histoires où on rentre vraiment dedans. On se sent complètement dedans, on a vraiment l'impression d'avoir des choix qu'on peut faire, tu vois, tout le temps. Ouais. Et du coup, je trouve ça vraiment super intéressant. Et vraiment, le jeu, le dernier, enfin, je les ai tous poncés. Et franchement, ouais, rien à dire. Du coup, là, je vais noter Mirror's Edge, Mirror's Edge Catalyst, qui sont deux jeux vidéo aussi, qui sont deux de mes jeux préférés. Mirror's Edge, le premier, qui est sorti en 2008, il se passe dans une ville, dans un futur plus ou moins proche. Enfin, on ne sait pas précisément quand est-ce que ça se passe, mais c'est dans un futur plus ou moins proche. Dans une ville dont on n'a aucune connaissance du nom. Enfin, tu vois, on ne sait pas c'est quoi cette ville. Et il y a une sorte de dictature qui ne parle pas trop. Et Mirror's Edge Catalyst, pour le coup, se passe vraiment dans le futur, genre ultra futuriste. Et dans les deux, en fait, c'est des jeux de science-fiction et d'action en première personne, en vue subjective. Tout est en vue subjective. Du coup, je sais que moi, la première fois où j'ai joué, c'était à Mirror's Edge, le premier. Tout le début, c'est tout un tuto. Et en fait, t'as vraiment, genre, à un moment, tu te balances. Tu vois, tu prends un tuyau, tu te balances. T'as vraiment la sensation de prendre le tuyau et de te balancer. Ouais, de bouger, en fait, il y a un effet de caméra qui permet que t'es vraiment dedans, quoi. C'est ça. Et par exemple, dans Mirror's Edge 2, enfin dans Catalyst, au début, tu sors de prison et t'as un pote à toi qui t'enlève une puce. Et du coup, au moment où il t'enlève la puce, tous les systèmes d'alarme se lancent. Et du coup, là, vraiment, t'es vraiment dans l'action. Ouais. Et tu cours. Pendant. Jusqu'au moment où t'arrives à une base. Et voilà. Moi, est-ce qu'on peut parler aussi du jeu vidéo
Detroit Become Human. Oui. Pour moi, c'est beaucoup science-fiction ça. Ouais, j'y ai pas joué, mais oui, pour moi c'est. Moi non plus, mais le jeu a l'air super intéressant. Ouais. Malheureusement, j'ai que la Xbox, donc je peux pas y jouer parce qu'il est que sur PS4 et PC, je crois. Mais vraiment, je trouve que le jeu est super intéressant. C'est du choix, tu vois. En fait, c'est pas vraiment un jeu où t'as le contrôle, il y a que des choix, tu vois. Mais je trouve que c'est super bien fait et tout. Et j'ai vu quelques vidéos. Et de ce que j'ai pu en voir, je trouve aussi que le fond du jeu est super intéressant, super prenant aussi. Donc voilà, avec. C'est quoi, c'est dans le futur proche aussi, je crois. Et ça, ouais, je trouve ça c'est assez intéressant. Du coup, maintenant, on peut faire la dernière partie sur Star Wars et Star Trek. Ouais. Sur pourquoi. Je pense que c'est assez rapide à faire. Pourquoi c'est culte. Pour moi, le côté culte, tu vois, de Star Wars et Star Trek, c'est qu'ils sont tous les deux arrivés au bon moment. Oui, au début, de la numérisation, on va dire, du cinéma, si on peut appeler ça un peu comme ça. Ouais. Avec le début des effets spéciaux faits sur ordinateur et tout ça. Alors, par exemple, tu vois, Star Trek, c'est arrivé 3 ans après Doctor Who. Doctor Who c'est 63, Star Trek c'est 66. Ouais. Là, je te parle de la première série Star Trek. Oui. Ce que je trouve intéressant, c'est que Doctor Who c'était très réel. Genre, Doctor Who, ça, tu voyais dans le temps, dans l'espace et tout. Mais il y a beaucoup de moments où ça se passe sur Terre, durant les années 60, 70, 80, voilà. Que Doctor Who, pour moi, tu vois, c'était vraiment le dépaysement. Toi, tu veux dire. Star Trek, pour moi, c'était le dépaysement. Bah, c'est le dépaysement, mais moi je trouve que encore ça va, tu vois. Quand on compare à Star Wars surtout, tu vois, oui. Je trouve qu'on est encore assez proche de quelque chose de possible. Moi, j'ai pas vu les premiers, donc ça se trouve, c'est peut-être ceux-là qui diffèrent, tu vois, mais je trouve que les nouveaux, on est sur quelque chose d'assez proche, quand même assez réaliste. Enfin, ce que je veux dire, tu vois, c'est pour les années 60, c'était un truc assez dépaysant. Ah oui, par contre, oui, ça, je pense, oui. Parce que je pourrais vous dire que quand on regarde maintenant, ça nous paraît comme ça, mais c'est vrai qu'il y a 60 ans, ça devait être spécial quand même. Oui. Mais par exemple, tu vois, Star Trek, à partir de la fin des années 80, Enfin, après, j'ai pas vu les vieilles séries la première série Star Trek, mais pour moi, les séries comme les nouvelles générations, Star Trek les nouvelles générations et Star Trek Deep Space Nine, oui. T'as vraiment ce côté où tu t'attaches aux personnages. Les personnages principaux, t'es attaché. C'est comme pour moi, pour Star Wars, t'es attaché aux personnages de Star Wars. Et pour moi, je pense qu'il y a des films où t'es un peu moins attaché que Star Wars et Star Trek. Il nous crée moins d'attache avec les personnages. Ouais. Mais d'ailleurs, si je peux rajouter un truc, moi je trouve que Star Trek, pas en termes d'effets spéciaux, mais en termes de ce qu'on imagine du futur, est beaucoup moins réussi que Star Wars. Quand tu vois les vaisseaux Star Wars, toutes les technologies Star Wars, c'est quelque chose qu'on s'imagine plus possible que Star Trek, tu vois. Star Trek, quand on voit les nouveaux films, tu vois, même si on sait que c'est des nouveaux films, ils sont quand même basés sur ce qui a été fait à l'époque pour se calquer sur un modèle, on va dire, tu vois. Et je trouve que toutes les technologies, les représentations de technologie, ça fait un peu vieillot, tu vois, leur vaisseau et tout l'intérieur et tout. Et je trouve que ça a beaucoup moins bien vieilli que Star Wars. Mais en fait, Star Trek, vu qu'on est quasiment tout le temps dans les vaisseaux de Starfleet, ça se voit beaucoup plus, je pense, ça se trouve. Ils sont. Vu que c'est Starfleet, c'est tous les mêmes. Oui. Alors que Star Wars, t'as les vaisseaux des gentils, t'as les vaisseaux des méchants, t'as le vaisseau. T'as le Millennium, t'as le vaisseau de l'empereur, t'as des planètes et tout. Après, moi je pense aussi, c'est que. Parce que je suis pas sûr de cette info-là, si jamais c'est faux, on l'enlèvera. Pour moi, Star Wars, ça se passe il y a très longtemps, tu vois. Oui. Alors que Star Trek, c'est dans le futur. Et je pense que. Enfin, de ce que j'ai compris, en tout cas. Et du coup, moi je trouve que ça aide beaucoup Star Wars à bien vieillir, parce qu'en fait, Star Wars, je me dis, bah. Si c'était avant, tu vois, ça me paraît logique que ce soit comme ça, alors que Star Trek, si c'est le futur, tu vois. Moi, je regarde comment on est maintenant.
Et je me dis que c'est assez bizarre d'aller dans cette direction-là, tu vois, pour le futur. Oui. Après, c'est vraiment une utopie. C'est une utopie, oui, mais tu vois ce que je veux dire. Oui. C'est comme Retour vers le futur, tu vois. Comment ils imaginent leur futur, ça collait pas avec ce qu'on a, tu vois. Mais en soi, du coup, je trouve que ça. Retour vers le futur, je trouve que le moment dans le futur a un peu mal vieilli à cause de ça. Que du coup, ça s'approche pas de la réalité. Mais après, fallait tenter, tu vois. Mais par contre, tout le reste, tout ce qui est passé, Far West et années 50, je trouve que c'est très fidèle. Vu que c'est quelque chose de concret, tu vois, c'est très bien fait, je trouve, tu vois. On parle de Star Wars, de Terminator, tout ça. On n'a pas parlé de la saga Alien. Je sais pas ce que t'en penses de la saga Alien. J'en ai pas vu beaucoup. Il y a les 4 premiers Alien Alien 3 et Alien Résurrection. Pour moi, pour le coup, c'est vraiment la science-fiction. Pour moi, ça résonne un peu plus la science-fiction que Star Wars. Ouais, je vois ce que tu veux dire, je suis un peu d'accord avec toi. Parce que dans le sens où, vu que Star Wars, t'as tout ce côté pouvoir. En fait, il y a des pouvoirs dans Star Wars. Bah oui, les Jedi, ça, c'est quelque chose d'assez irréel, on va dire. Alors que Alien, il y a quoi? Il y a l'alien, il y a les humains. Et pour moi, c'est ça qui fait que le film marche. Et par exemple, dans le 1, t'as toute la scène où l'alien, il lui coupe un truc. Et en fait, le sang de l'alien, c'est de l'acide. Oui. Et ça fait fondre des étages. Et ça, c'est réaliste. Genre, je trouve qu'il y a certains types d'acide que si tu les fais couler sur quelque chose, ça peut le faire fondre. Oui, c'est corrosif, ouais. Tu vois, quand on parlait tout à l'heure de la science-fiction, ça parle de trucs réels. Pour moi, Alien, c'est vraiment ça. Oui. Et du coup, c'est ce qui rend ce côté vraiment purement réaliste. Par exemple, Alien 3, il se passe. Comment dire? Dans une prison. Et une prison où il n'y a que des hommes, c'est des violeurs, des tueurs, tout ça. Pour moi, qu'est-ce qui n'est pas le plus réaliste que faire un film de science-fiction dans une prison? Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est que pour moi, une prison, ça permet de rendre réelle la chose. Oui, bah tu te bats sur un truc concret et tu te rattaches à quelque chose de concret qui existe vraiment. C'est ça. Ouais. Mais pour moi, c'est ça la base de la science-fiction, pour se rattacher à quelque chose de concret. Ouais. Sinon, tu pars trop loin et voilà, c'est plus la science-fiction. Et ce qui est intéressant sur ça, j'ai l'impression que Alien est un peu plus réaliste que Star Wars sur ça. Star Wars, dans l'espace, tu vois, l'espace est bruyant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, ça c'est mal fait, je trouve. Alors que dans Alien, c'est vraiment dans les aliens, il y a vraiment ce truc de in space no one can hear you. Dans l'espace, personne ne peut t'entendre. Oui. Et ne serait-ce que déjà dans le titre, ça montre le côté réaliste du film. En gros, dans l'espace, personne ne va t'entendre gueuler. Mais je trouve que ce problème qui est assez récurrent dans le cinéma que bah en fait l'espace c'est pas vraiment représenté comme le vrai espace, ouais. Bah du coup l'espace oui c'est il est bruyant, c'est silencieux normalement, mais c'est Gravity pour moi. Ouais. Gravity, le silence qu'on a, je trouve que ça a vraiment mis en valeur ce problème qu'on a dans le cinéma, à toujours vouloir mettre du son tout le temps, une ambiance tout le temps, alors que l'espace, il n'y a pas de son. Oui. Donc c'est pas grave s'il n'y a rien. Ouais. Et pourtant, tu vois, à Alien, quand il y a le vaisseau qui passe, à la limite, ce que t'entends, c'est vraiment un bruit sourd, tu vois, un gros. Oui, ça va encore, tu vois. Le grondement du vaisseau. Mais le problème de Star Wars, c'est les bruits de coups de feu, tout ça, tu vois. Oui. Si ça veut être de la science-fiction qui se base sur le monde réel, l'espace ne peut pas faire de bruit. Donc c'est. Oui. Après, tu vois, le fait, par exemple, qu'il y ait un bruit sourd dans Alien, quand on voit le vaisseau passer,
Pour moi, ça a ce côté vraiment réaliste. Oui, oui. En fait, le bruit qu'il y a dans Alien, dans Gravity, ça, c'est pas vraiment du son en fait. C'est représenter une ambiance par du son, tu vois. Oui. Donc pour moi, ça rentre pas vraiment là-dedans. En fait, le son, je vais pas vraiment l'entendre, tu vois. Je vais plus le ressentir, on va dire. Ouais. Et du coup, ça passe beaucoup mieux, ça aide en fait pour moi à sentir dans l'espace, tu vois. Mais ouais. Ça, c'est un gros problème de Star Wars, je trouve. Ouais. Mais bon, après, en soi, ça rend pas le film horrible, tu vois. Oui. Quand tu le regardes, c'est quand même bien, t'as du son, t'es content. Mais concrètement, c'est un peu mal fait, tu vois, c'est une erreur. Mais je trouve, tu vois, par exemple, ce que je recherche dans Star Wars, c'est ce côté émerveillement. Oui, c'est pas un réalisme constant, quand même. C'est pas réalisme. Ouais, comme tu dis, c'est pas un réalisme. C'est pas comme Alien, je trouve. Et je pense qu'on va conclure sur ça. Je trouve que Alien est plus réaliste dans son approche. Ah oui, beaucoup, oui. Bah déjà, on part moins dans des. Enfin, même si, bon, il y a quand même un alien, c'est un peu. Voilà, je sais. Oui. Mais c'est de la science-fiction, faut bien qu'on invente un truc, tu vois. Oui. En plus, ça se passe dans le futur, donc. On se base sur quelque chose de très concret, donc ouais. Je trouve que c'est un bon mix entre de l'imagination et du réel, quoi. Un bon mélange qui est bien fait, bien homogène. Mais du coup, on en revient à ce qu'on disait. Retour vers le futur, ça se base sur un truc réel. Terminator, ça se base sur un truc réel. Et Alien aussi, ça se base sur un truc réel. En fait, il faut pas qu'il y ait trop d'imaginaire. Oui. Si on a trop, ça, des fois, c'est imbuvable, tu vois. Alors que Retour vers le futur, en fait, concrètement, on a quoi? On a juste une voiture qui va dans le futur, tu vois. Oui. Juste ça. Parce qu'en soi, bah, le Far West, c'est pas inventé. Les années 50, c'est pas inventé. Et le futur, bon, c'est inventé, mais ça compte pas vraiment, tu vois. Oui. C'est juste une imagination de ce qui va se passer. Le seul truc qui est vraiment imaginaire, sans du réel, c'est la voiture, tu vois. Oui. Terminator, c'est pareil, c'est Terminator, tu vois. Oui. Et donc ça va, ça dénote pas trop. Et encore, tu vois, par exemple, le robot. Oui. Et l'idée du robot, ça existait déjà avant Terminator. Ah oui, bah oui, il y a vraiment. Frankenstein, pour moi, c'est un peu. Ça se base un peu là-dessus, quand même. Ouais. En fait, pour moi, Terminator, c'est Frankenstein avec des robots tueurs. Ouais, c'est un peu la même. En fait, c'est un peu le même concept à la base, on va dire. Ouais. C'est ce qui rend ces œuvres vraiment intéressantes. Pour moi. Ouais, ça, en fait, pour moi, enfin, beaucoup de films, beaucoup de techniques de science-fiction, on va dire, de genre de science-fiction sont bons, mais un pour moi qui marche bien et qui se colle vraiment au terme science-fiction, c'est d'avoir un peu, donc à la base de ce qu'on parlait, Terminator, c'est d'avoir quelque chose de très réel, avec de l'imaginaire, mais qui est parsemé et qui est bien mis, tu vois, qui est bien dosé. Oui. Après, évidemment, un Star Wars, ça fait du bien, tu vois. Ouais. Quelque chose de complètement, on va dire, fantastique presque, tu vois, ça fait plaisir quand même. Mais je pense que quelqu'un qui regarde Star Wars et après il veut se regarder Terminator, il aura pas la même. Il va pas les regarder pour les mêmes raisons. Bah non, c'est ça, donc ça va très bien, tu vois. Et Star Wars, pour moi, quand tu regardes Star Wars, tu le regardes pour le fun. Oui. Terminator, tu le regardes, certes, pour un côté un peu fun du Terminator qui dit Hasta la Vista, mais tu le regardes aussi pour un truc plus réaliste. Oui, de toute façon, je pense que ça se voit. Je pense que c'est pour ça que dans Star Wars, dans l'espace, ça a du bruit. C'est que ça se veut plus divertissant que proche de la réalité, à vouloir vraiment faire quelque chose de possible. Oui. Du coup, le débat était intéressant, je trouve. On vous mettra les liens en description des analyses de films, en fait des analyses qu'on a fait, entre autres de Tron et de Matrix. Les films, tous les films dont on parle, tous les livres dont on parle, toutes les BD dont on parle seront dans la description aussi. Avec l'endroit où les regarder ou les acheter. Et pour que vous puissiez vraiment, en fait, si jamais il y a quelque chose qui vous a plu dans ce qu'on a parlé, vous juste vous descendez, puis vous voyez où c'est, puis vous savez si vous pouvez le voir ou s'il faut l'acheter rapidement, quoi. Normalement, vous avez vu que c'était chapitré avec chacune des thématiques dont on a parlé. J'espère que ça vous a aidé et j'espère que ça vous a plu. Autant, je sais pas toi Mathéo si t'as apprécié, mais bah en fait j'ai apprécié, c'est qu'en fait on a juste parlé en fait de ce qu'on aime, on va dire. Ouais. Et on espère que ça rendra bien en vidéo et que
bah, ça sera intéressant pour vous à regarder. Et bah, si c'est pas le cas, on espère que vous avez quand même apprécié un petit peu, Ouais. ou que c'était au moins intéressant, quoi. Ouais. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un pouce du coup. C'est quoi dire ça comme ça, mais voilà. Ouais, après, nous on gagne pas d'argent donc on s'en fout, mais si jamais ça peut aider d'autres personnes à l'avoir référencée, Ouais. je pense que c'est mieux. Puis si vous voulez la partager pour des gens aussi Qui s'intéresse à la s'intéressent à la science-fiction ou qui veulent découvrir ça, je pense que c'est intéressant. On n'est pas pro, enfin moi en tout cas je suis loin d'être pro, j'ai fait aucune étude là-dedans, j'ai vu très peu de films en science-fiction, mais juste parler de mon expérience, voilà. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, et bah, abonnez-vous si vous le voulez, et puis on se retrouvera peut-être dans une prochaine vidéo.